Bienvenue dans le Caribbean Dreams Podcast, le podcast qui parle de la Caraïbe pour mettre en lumière et en valeur nos cultures avec un regard porté sur notre avenir et nos rêves. Le rêve de construire une Caraïbe unie, prospère et indivisible. Pourquoi les Martiniquais sont-ils en colère? Il faut savoir qu'ils sont mobilisés pacifiquement depuis le 1er septembre 2024 au sujet des prix abusivement élevés dans l'alimentaire. Effectivement, la vie chère ne concerne pas uniquement l'alimentaire dans les territoires ultramarins, mais s'applique également à la santé, le logement, le prix des billets d'avion, les transports, l'automobile, la téléphonie, le carburant et j'en passe. Néanmoins, l'association Airprac a dans un premier temps donné une injonction aux acteurs de la grande distribution de s'aligner au prix de la France hexagonale dans l'alimentaire afin de ne pas s'éparpiller et de mener un seul combat à la fois pour le rétablissement d'une justice alimentaire. Il est important de rappeler dans les Antilles françaises et en Guyane que le chômage atteint des sommets impressionnants. 45% des habitants en Martinique vivent sous le seuil de la pauvreté en 2018, soit 76 000 personnes sur les 300 000 qui peuplent le territoire. 35 000 personnes sont au RSA dans une société où les prix dans l'alimentaire sont jusqu'à 40% plus chers que dans l'Hexagone. Les Martiniquais sont en colère à cause de la vie chère, ça on l'a dit, mais il existe des raisons plus immédiates qui peuvent expliquer le mécontentement du peuple. En effet, l'envoi des forces de l'ordre, les CRS 8 sur le territoire, a mis le feu aux poudres quand le gouvernement français a refusé d'adopter la posture de l'écoute et de rentrer dans un processus de dialogue. Ces derniers sont connus pour leur méthode de répression très musclée. Ils ont malmené nos aînés, brutalisé des femmes, des enfants et des manifestants tout à fait pacifiques. Pourtant, le Airprac garde la même ligne de conduite pacifique adoptée dès le début du mouvement social en septembre dernier. Il n'est pas question, selon Rodrigue Petito, le président de l'association, de prendre le peuple en otage dans les négociations. C'est pourquoi le R insiste sur l'urgence de laisser librement circuler dans les points de blocage les services de santé et toute personne ayant des impératifs médicaux. Les négociations ont donc débuté depuis quelques semaines. Elles rassemblent autour d'une table pas tout à fait ronde le Airprac, la collectivité territoriale de la Martinique, les acteurs de la grande distribution, les élus locaux, le préfet, l'OPMR qui, je le rappelle, est l'Observatoire des marges, des prix et des revenus en Martinique, des chefs d'entreprise et tous les acteurs impliqués ou victimes de ce système qualifié de profitation par les Antillots guyanais. Il existe 26 points sur lesquels chaque partie doit s'accorder, mais les débats semblent se figer sur 2 points précisément. Le premier étant le différentiel avec la métropole et le second étant le nombre de familles de produits concernés par la diminution des prix. Le Airprac s'est battu pour que les séances de négociation soient filmées dans un souci de transparence envers le peuple martiniquais qui mérite d'être replacé au cœur des débats. D'ailleurs, cela explique l'absence du Airprac lors des toutes premières séances de la table ronde. Par conséquent, je trouve qu'il est important que nous ayons connaissance de ce qui s'y est dit. Donc, j'ai regardé les 7 tables rondes. Je les ai synthétisées afin que vous n'ayez pas à regarder les 18 heures de négociation. Le but de cette vidéo sera de vous donner mon analyse des dynamiques que j'ai pu observer lors des débats, ce qu'on peut en tirer pour l'avenir, une analyse juste de la situation, car j'ai pu entendre cette semaine beaucoup de désinformation émanant des médias de l'Hexagone. On sait que les négociations sont bloquées à ce jour car tous les partis autour de la table n'ont pas trouvé satisfaction. Ceci dit, l'accord du protocole né de la 7e table ronde du 16 octobre 2024 prévoit une diminution de 20% en moyenne des prix de vente pratiqués sur la liste de 54 familles de produits, soit 6 000 produits alimentaires importés sur les 40 000 existants. C'est un accord de protocole insatisfaisant pour le peuple martiniquais qui est conscient que le différentiel avec la métropole est au moins de 40% et c'est pourquoi le Airprac s'est levé de la table des négociations sans le signer. Donc, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre dans certains médias hexagonaux, le problème n'est pas réglé. L'association réclame désormais la venue du ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, actuellement en Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Concernant les négociations, tout d'abord, il faut dire que le RPRAC, autant Rodrigue Petito que Gladys Roger ou encore Aude Goussard, ont vraiment le souci de défendre les intérêts du peuple et ils tiennent bon malgré les nombreuses accusations portées contre eux. Il est vrai qu'au tout début du mouvement social, le RPRAC réclamait que la totalité de l'alimentaire en Martinique soit alignée au prix de la métropole. Toutefois, cette injonction a été reconsidérée pour concerner désormais l'alignement de la totalité de l'alimentaire importé. Néanmoins, le RPRAC reste ferme sur le fait que la baisse significative doit concerner non pas une famille de produits ou une catégorie de produits ou encore les produits de première nécessité, mais vraiment tous les produits de l'alimentaire importé. C'est un élément crucial pour la compréhension de la suite des événements et surtout pour saisir pourquoi à l'heure actuelle, les négociations n'ont pas abouti. Au sein de l'association, j'ai pu remarquer qu'il y avait vraiment la volonté de représenter la partie du peuple qui se reconnaît dans le combat porté par le RPRAC. Le R se fait le rapporteur de ce discours populaire inaudible par l'État et les acteurs de la grande distribution pour remettre le peuple au centre du débat. Il faut aussi dire qu'Aude Goussard s'est distinguée lors des discussions par son sang-froid, son calme, son éloquence. Elle accorde un souci particulier aux détails car on sait que c'est particulièrement dans les détails que le diable se cache. Gladys Roger, la trésorière de l'association mais aussi chargée de la communication, avec son expertise financière, aborde elle aussi les points les plus technique, ne laissant aucune chance aux acteurs de la grande distribution de se défiler. Ensuite, on peut accorder au RPRAC le crédit d'avoir vulgarisé auprès du peuple le principe de la péréquation, une pratique malhonnête pratiquée par les acteurs de la grande distribution et qui est en partie responsable de l'échec des grands mouvements de grève dans les Antilles en 2009. Il s'agit de la répartition par les acteurs de la grande distribution des marges et dans le contexte qui nous intéresse des prix pour tendre vers une égalisation et une harmonisation des prix. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les produits importés sur lesquels on veut voir les prix diminuer sont au nombre de 40 000. Si l'on baisse les prix sur 6 000 produits au total, comme le propose le protocole, cela laisse aux acteurs de la grande distribution la liberté de pouvoir augmenter les prix sur les 34 000 autres restants. Ainsi, le RPRAC déplore le manque de garantie que les 34 000 autres produits restants ne feront pas l'objet d'une augmentation dans un futur proche ou éloigné, de façon à ce que les acteurs de la grande distribution ne récupèrent pas la marge qu'ils auront perdue. Et c'est ça le principe de péréquation. Alors moi je vous dis tout ça parce que je sais que vous êtes abonnés, que vous avez liké cette vidéo et que vous l'avez partagée avec d'autres personnes susceptibles d'être intéressées par le sujet. Enfin, l'association accuse également l'absence de protocole, de méthode et de délai, c'est-à-dire un calendrier qui annoncerait à quelle date on pourrait observer concrètement la diminution des prix, ce qui n'inspire aucune confiance. D'ailleurs, l'OPMR, qui je le rappelle est l'organisme de contrôle des prix, manque non seulement de financement, de moyens humains et financiers pour effectuer son travail, mais elle n'a pas non plus apposé sa signature sur le document. Donc on se demande quelle est la valeur légale de ce protocole si tous les partis prenants aux négociations n'ont pas trouvé un terrain d'entente. On a parlé du diable tout à l'heure, eh bien qui serait-il? Pour beaucoup d'observateurs, il s'agirait des entités économiques qui pratiquent un monopole de type colonial sur l'économie martiniquaise. Les béquets autour de la table des négociations sont donc Stéphane Ayotte pour le groupe GBH, Parfaite Robert et Patrice Fabre. Ces acteurs de la grande distribution ont fait fortune à travers le monde en partant de ce tout petit marché, la Martinique. Et comme le disait l'un des députés présents sur la table, Béatrice Bellé, ils nous doivent tout. Déjà, les béquets n'ont cessé de nier au cours des débats l'existence d'un monopole économique en renvoyant à la continuité territoriale la responsabilité des prix exorbitants que l'on peut retrouver en Martinique. Or, nous savons que ces entités économiques
applique des marges excessives sur les produits alimentaires. En renvoyant la seule responsabilité des prix à la continuité territoriale, il pointe du doigt l'État français, une stratégie pour ne pas prendre leurs responsabilités. Pourtant, quand nous analysons le tissu économique de la Martinique, il est très facile de se rendre compte que les intérêts des béquets et de l'État français coïncident. Il est effectivement question d'un modèle ultra-capitaliste libéral très agressif dans lequel les deux parties y trouvent leur compte en vampirisant le peuple martiniquais. Aussi, ils mettent l'accent sur l'éloignement et les autres raisons structurelles qui pourraient expliquer, selon leur dire, les prix actuels. Enfin, ils se défendent de la péréquation dans l'alimentaire en promettant que leurs marges seront redistribuées sur les produits dits de luxe comme certains modèles de voitures, de téléviseurs ou autres appareils électroniques et non pas sur des produits alimentaires. Mais il reste encore très flou sur l'application effective des diminutions de produits, comme ils le sont encore plus sur leur compte qu'ils refusent de rendre public. On a l'impression qu'ils sont ceux qui sont le moins disposés à évaluer la part de sacrifice à laquelle ils acceptent de consentir pour le bien commun. J'ai trouvé leur discours creux, inchangé et répétitif car ils appuient essentiellement leur défense sur l'étroitesse des marchés, sur les coûts d'approvisionnement et de fret. Ils dénoncent une industrie orientée sur l'importation qui a détruit la production locale, chose pour laquelle ils sont entièrement responsables. Bref, les arguments de leur défense sont datés. Aujourd'hui, ils sont complètement dépassés et tournent en rond. Par conséquent, Robert Parfait, un béquet qui jouit d'un capital de sympathie plus important que les autres béquets, et Christophe Bermond, le directeur des hypermarchés GBH Group, sont mis en valeur en raison de leur couleur de peau pour Christophe Bermond et ses origines, bien que béquet pour Robert Parfait. Pour qu'on oublie qu'il s'agit d'une caste de la population qui non seulement abuse le peuple, mais qui instaure un système ségrégationniste en Martinique. D'ailleurs, il donne l'impression qu'il n'existe pas de concurrence entre eux et qu'ils ne s'entendent pas sur les prix. C'est sur quoi Rodrigue Petito les a attaqués plusieurs fois lors des débats. Et puis, je rêve où l'un des béquets propose au RPRAC 1 million d'euros pour développer des projets comme ça, gratuitement. Serait-ce une tentative de corruption? Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Non mais je me pose très sincèrement la question, je m'interroge. Heureusement que les tables rondes sont aujourd'hui filmées et que le RPRAC a refusé de signer le protocole. Maintenant, parlons du préfet. Jean-Christophe Bouvier, le représentant de l'État sur place, il a une attitude dédaigneuse tout au long des débats. Un comportement méprisant à l'instar du RPRAC qui a choqué beaucoup de Martiniquais. Il refuse de répondre aux questions concernant le déploiement des CRS 8 sur le territoire ou des abus de violence perpétrés sur des manifestants pacifiques. À titre personnel, je trouve ces interventions non pertinentes. Il n'apporte rien au débat. Il répond très souvent à côté de la plaque. Par exemple, il met en avant la situation ukrainienne pour justifier les prix existants en insistant sur une inflation qui met plus de temps à arriver à se faire sentir en Martinique. Néanmoins, cela ne fait que mettre en lumière la réalité des prix abusifs qui ne peuvent être expliqués par la crise ukrainienne. Plus important encore, cela laisse comprendre que les structures économiques des béquets sont suffisamment solides pour supporter l'inflation et permettre une diminution significative des prix. Ils pourraient donc faire un effort. Donc, c'est sans surprise que le préfet a apposé sa signature sur le protocole né des débats. Passons au tour des élus locaux. Les députés Jean-Philippe Nilor et Béatrice Bellé étaient présents lors des négociations. Leur positionnement rejoint souvent celui du RPRAC. Rappelons que ce sont des représentants du peuple élus par lui. Ils reflètent donc le désir de la majorité des Martiniquais, celui d'en finir avec la vie chère. Du côté de la CTM, Serge Letchini, le président de la CTM, préside les tables rondes et Alexandre Ventadour, un député, se tient à ses côtés. Ils se disent autonomistes et ce serait pourquoi ils sont attachés à l'octroi de mer, une taxe que je vous ai en partie expliquée dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir car ils sont les principaux bénéficiaires de la taxe. Ces derniers la défendent donc bec
et ongles. Il faut voir comment il la défend bec et ongles. Pour ce faire, ils avancent l'argumentaire suivant. La TVA étant inférieure en Martinique à celle de la France. Cela justifierait l'existence de cette redevance qui permet à la collectivité d'avoir une flexibilité fiscale en mettant en place un certain protectionnisme. Mais est-ce que cet octroi de mer finalement ne rééquilibre-t-il pas la fiscalité de la TVA en comparaison avec la métropole? C'est la question que moi je me pose. Ensuite, selon eux, diminuer l'intégralité de l'alimentaire serait laisser la CTM sans revenu. Par conséquent, ce serait tuer la production locale dans des territoires ultramarins qui n'ont jamais été pensés depuis l'abolition de l'esclavage en 1848 comme des terres de production. On peut au moins accorder aux élus locaux d'avoir mis en lumière le fait que nos territoires sont conçus pour être des territoires essentiellement de consommation et qu'il est nécessaire de penser à une revalorisation et un développement de la production locale qui ne se limite pas à la monoculture de la banane et des millions d'euros de subventions qui sont accordées aux béquets qui détiennent encore l'économie de la banane. Les élus locaux affichent donc la volonté de diversifier la production agricole et la nécessité de s'éloigner d'un modèle de monoculture qui est alors employé, et c'est sous ces prétextes-là qu'ils ont signé un protocole insatisfaisant aux yeux du peuple. En effet, ce serait dans l'optique d'une revalorisation de la production locale qui viendrait concurrencer la production des béquets et l'autonomie d'un territoire qu'ils ont signé les 30%, 40%, c'est-à-dire les 54 familles de produits pour progressivement rajouter les 100% de produits sur le long terme. Donc ils ont naïvement signé le protocole sans pour autant avoir la garantie que les diminutions des produits puissent un jour concerner les 100% des produits alimentaires importés et sans avoir un calendrier d'application. La signature des élus n'a fait que croître un sentiment de trahison déjà présent au sein de la population qui se sent abandonnée par ses représentants. On se demande même si finalement leurs grandes envolées lyriques lors des débats ne seraient finalement pas que des discours populistes visant à s'attirer le vote du peuple. Le protocole est donc signé sans que le RPRAC ainsi que l'OPMR n'imposent leur signature, alors que ce protocole ne s'engage à réduire que 20 à 25% des produits alimentaires importés. Et surtout, il faut retenir que les prix sont 40% plus chers dans les Antilles que dans l'Hexagone. Donc ce protocole est aussi injuste qu'insatisfaisant. Le combat se poursuit et c'est ce que le RPRAC a fièrement annoncé dans un meeting. Le combat se poursuit et on s'attend à de nouveaux actes de mobilisation dès la semaine prochaine. J'espère que ce nouvel épisode du podcast vous aura apporté des éléments de compréhension supplémentaires sur tout ce qui s'est passé en Martinique, de la raison de la colère des Martiniquais et surtout pourquoi les négociations n'ont pas abouti. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir des vidéos de ce genre et suivre l'actualité dans la Caraïbe. Pendant que vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permettra d'être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux Sephora.dreams un peu partout sur Facebook, Instagram, TikTok. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast. Ciao!